Charles Onana, France-Côte d'Ivoire, la rupture, confidences et documents secrets. Édition Dubois-Riss, décembre 2013. Remerciements à tous les responsables politiques et militaires ivoiriens et français qui m'ont aidé au cours de cette enquête, au président Laurent Gbagbo qui m'a encouragé à poursuivre mes recherches, à tous ceux qui m'ont apporté leur concours dans le cadre de ce travail. Ce livre est dédié à toutes les victimes ivoiriennes et françaises de la rébellion, en particulier au professeur Philippe Raymond et aux 2 militaires français de la force Licorne assassinés en 2003, Fabien Rivière et Michael Dupré. Avant-propos. Depuis l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo en 2000, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire n'ont cessé de se détériorer. Le nouveau chef de l'État ivoirien n'est guère apprécié à Paris, et sa politique, comme sa personnalité, agace profondément les autorités françaises. Celle-ci exprime beaucoup de griefs à son encontre et lui impose en 2003, lors des accords de Linas Marcoussis, de gouverner avec des membres de la rébellion armée qui attaque son pays depuis 2001. Cette intrusion dans les affaires de la Côte d'Ivoire choque profondément Laurent Gbagbo et conduit beaucoup d'Ivoiriens à dénoncer l'attitude de la France. En 2004, c'est l'affrontement. L'armée française qui vient de subir une attaque de l'aviation ivoirienne riposte. À Abidjan, c'est l'escalade de la violence. Devant les caméras de la chaîne de télévision française Canal+, on assiste à une altercation entre des citoyens ivoiriens et des militaires français. On observe également des tirs de l'armée française contre des civils ivoiriens non armés. La colère gronde dans les rues d'Abidjan et l'indignation est à son paroxysme. Si de nombreux Ivoiriens sont tués et blessés dans leur pays, beaucoup de Français sont, pour leur part, obligés de quitter précipitamment la Côte d'Ivoire, laissant derrière eux leurs amis, leurs affaires et des années d'efforts et de travail. Certains perdront tout dans cette crise et ne s'en remettront jamais. D'autres expatriés vont reprendre leurs activités en France sans pour autant retrouver une vie semblable à celle qu'ils avaient en Côte d'Ivoire. C'est donc un véritable traumatisme qu'ont subi le peuple ivoirien et certains Français après les événements tragiques de novembre 2004. Pour un grand nombre d'Ivoiriens, les autorités françaises sont allées trop loin. Elles se sont comportées, depuis les accords de Marcoussis en 2003, comme des commandants de cercle avec leurs indigènes, sans respect ni considération pour l'État ivoirien et ses représentants. Pour la majorité des dirigeants français, de Chirac à Sarkozy, le président Gbagbo et ses patriotes n'ont jamais été dignes de respect ni de considération. Cette différence de vision et d'analyse est au cœur de la crise qui va secouer la Côte d'Ivoire. Depuis 2001, certains en France restent convaincus que le président Gbagbo est un sinistre personnage et que les Ivoiriens qui l'ont élu ou qui l'ont soutenu, et le soutiennent encore, se sont égarés. En dehors de généralités sur sa personnalité, il est difficile de connaître les faits précis qui lui sont reprochés. Y en a-t-il vraiment? Sûrement. Nous avons toutefois observé que, sous sa présidence, les intérêts français privés et publics ont été préservés. Laurent Gbagbo n'a jamais déclaré la guerre à la France. Il n'a jamais dit que les Français n'étaient pas les bienvenus dans son pays. Il n'a pas non plus posé un seul acte dans ce sens, ni empêché l'installation des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Pourquoi n'a-t-il alors jamais trouvé grâce aux yeux des dirigeants français? Peut-être ne correspond-il simplement pas au profil de dirigeants africains appréciés à l'Élysée et à Matignon. Au terme de nos entretiens avec de hauts responsables politiques et militaires français et ivoiriens, il apparaît nettement qu'ils n'ont ni la même lecture ni la même compréhension des événements qui se sont produits en Côte d'Ivoire entre 2002 et 2004. Cela transparaît aussi dans les nombreux témoignages et rapports officiels ou confidentiels que nous avons obtenus. Ce qui oppose fondamentalement le président Gbagbo aux dirigeants français, c'est non seulement l'orientation politique et le destin qu'il veut donner à la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout la personnalité même du chef de l'État ivoirien. Les dirigeants français de cette période ont une certaine idée de ce que devrait être la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Le chef de l'État ivoirien, lui, en a une autre, à l'opposé de celle de ses partenaires français. En fait, Laurent Gbagbo ne leur doit ni son ascension politique, ni son accession au pouvoir. Son parcours politique en témoigne. Il a eu certes des amis français tels Guy Laberty et d'autres qui l'ont soutenu pendant les moments difficiles de son opposition à Félix Houphouët-Boigny, mais il n'a jamais bénéficié du soutien d'un appareil politique ni d'un quelconque réseau en France. Pendant 20 ans, Gbagbo a lutté pacifiquement comme opposant pour que son pays change et évolue vers plus de liberté et de progrès économique et social. Mais à peine arrivé au pouvoir, il est confronté à la guerre et à la contestation. Il va néanmoins essayer d'appliquer son programme malgré les diverses tentatives de déstabilisation de son régime et l'occupation d'une partie du pays par les rebelles. Un exercice bien difficile quand on sait qu'un gouvernement quel qu'il soit a souvent beaucoup de difficultés à tenir ses promesses électorales en temps de paix et en l'absence de contestation interne. Peu de personnes, parmi celles qui détestent Gbagbo, ont l'honnêteté d'admettre que c'est dans ces conditions qu'il entame son mandat à la tête de son pays. Dès le début, il se heurte aux réalités qui ont gouverné les relations franco-ivoiriennes, mais aussi à celles qui gouvernent l'Afrique et le monde extérieur depuis les années 60. La corruption, les combines, le système de passe-droit et l'action des forces invisibles dans la gestion des affaires de l'État. Il ne s'agit pas ici uniquement de forces occultes au sens ésotérique, mais d'acteurs agissant discrètement, généralement peu identifiables au premier abord.
Ce sont en quelque sorte ceux qui, dans l'ombre, tirent les ficelles du pouvoir politique en France et au Côte d'Ivoire. Ils opèrent à travers divers réseaux et cabinets conseils. Généralement, ils sont plus actifs et plus influents sur les affaires de l'État que les acteurs qui apparaissent au devant de la scène. Ils adorent le pouvoir et ses privilèges. Arrogants, violents et envahissants, ils ne reculent devant rien pour défendre leur intérêt personnel ou identitaire ou ce qu'ils considèrent comme tel. Certains parmi eux, issus des élites ivoiriennes et françaises, ont pris de vieilles habitudes avec le mode de gouvernance établi par le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, dans lequel il bénéficiait allègrement d'avantages indus et de passe-droits considérables. Depuis les années 60, un système de prédation et plusieurs réseaux d'affairistes ont prospéré entre la France et la Côte d'Ivoire, alimentant les circuits de financement occulte de partis politiques. Ce système et ces réseaux n'ont pas toléré l'arrivée au pouvoir d'un nouveau régime perçu à tort ou à raison comme une menace. Pourtant, Laurent Gbagbo n'a jamais clamé qu'il allait tout démanteler ni tout remettre en cause. D'ailleurs, sous son règne, ni la corruption ni les groupes d'affairistes n'ont réellement disparu. L'enrichissement personnel et illicite de certains Ivoiriens, y compris dans l'entourage du président, a même été patent. Mais Gbagbo, ayant été un opposant à ce système et l'ayant longtemps dénoncé, a effectivement été pris pour cible et pour un adversaire incontestable. Certes, le chef de l'État ivoirien était sensible au problème de la corruption qui gangrénait son pays, et il entrevoyait des changements pour faire évoluer la Côte d'Ivoire vers plus de démocratie et de justice sociale. Mais la pression de la guerre et l'urgence de retrouver une certaine stabilité ont ralenti toutes les velléités de réforme, renforçant en même temps l'hostilité des tenants de l'ancien régime et des partisans du statu quo, ivoiriens et français compris. Sur ce point précis, l'analyse de Laurent Gbagbo est sans ambiguïté. Je cite « J'entends souvent des gens tenir des discours péremptoires sur l'Afrique. Je ne comprends pas ces gens-là. Il faut qu'ils comprennent que les Africains ont soif d'écrire eux-mêmes leur histoire. Le temps où l'on écrivait l'histoire pour les Africains est révolu. Et si, en le disant, certains me traitent de nationaliste, cela ne me gêne pas. Au contraire, ça signifie que je m'inscris dans une tradition historique de grands leaders africains, tels que Nasser, Nkrumah, Lumumba. Il faut savoir que les Africains ne rougissent pas de ces personnalités-là. Ils en sont plutôt fiers. Je constate surtout que, chaque fois qu'il est question de l'Afrique, même les Occidentaux les plus intelligents et les plus raisonnables deviennent subjectifs. Ils cessent de réfléchir, d'analyser et se braquent. Impossible de leur faire entendre raison. J'ai entendu des dirigeants français, depuis que je suis arrivé au pouvoir, me parler tout le temps d'Houphouët-Boigny et articuler leurs pensées uniquement autour d'Houphouët et de son œuvre. C'est bien, mais Houphouët est mort depuis 1993. Je ne sais pas s'ils s'en rendent vraiment compte. Je ne sais pas s'ils sont conscients que les temps ont changé et que le parti unique a disparu depuis 1990. Aujourd'hui, la majorité de la population ivoirienne a moins de 30 ans, et ces jeunes Ivoiriens n'ont pas connu l'époque coloniale et les commandants de cercle. » Fin de citation. À entendre le chef de l'État ivoirien, la communication avec les dirigeants français, fascinés par Houphouët-Boigny et son régime, n'a pas été facile. Il semble avoir souffert de l'attitude de ces Français qui, marqués par le souvenir indélébile de cette période de la vie politique franco-africaine, refusaient d'accepter, même psychologiquement, tout changement de régime en Côte d'Ivoire. Quelles que soient les qualités d'Houphouët-Boigny, il faut bien admettre qu'il ne pouvait indéfiniment diriger ce pays. Il fallait bien que quelqu'un d'autre, porteur d'une vision différente, puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Cette idée a été difficile à faire accepter. Quoi qu'il en soit, entre 2001 et 2004, de réelles divergences gouvernent les rapports entre les dirigeants français et le président ivoirien. Mais ces divergences sont-elles pour autant insurmontables? Dans les deux camps, les déceptions et les frustrations seront nombreuses, mais elles n'auront ni le même sens ni les mêmes conséquences. En l'espace de 4 années seulement, le dialogue entre les autorités françaises et ivoiriennes est devenu impossible. La lune de miel qui avait jusque-là existé entre l'ancienne puissance coloniale et son ex-territoire appartient définitivement au passé. Les temps ont bien changé, les hommes aussi. Sans prendre parti dans ce contentieux qui a opposé et oppose encore les deux pays, nous allons surtout essayer de présenter la situation telle qu'elle a évolué jusqu'aux événements sanglants de 2004 à Bouaké et à Abidjan, où le divorce entre la France et la Côte d'Ivoire a éclaté au grand jour. En cherchant à comprendre ce qui a mis le feu aux poudres et en examinant l'enchaînement des faits et l'attitude des différents acteurs, nous pouvons expliquer les causes de cette rupture. Sachant qu'il existe de réelles difficultés à conduire ce type d'enquête, car chaque parti cherche à se montrer sous une facette sympathique, voire irréprochable, que les actions secrètes entrent régulièrement en collusion ou en contradiction avec le discours officiel et que le discours médiatique dans ce dossier est parfois mensonger tant du côté ivoirien que du côté français. Nous avons néanmoins pris le parti de ne rien dissimuler de nos découvertes et surtout de ne pas éluder les questions gênantes, aussi bien du côté ivoirien que du côté français. Nous savons également que notre enquête ne permet pas de tout comprendre ni de tout élucider, car il ne s'agit ni d'une enquête judiciaire ni d'un procès public. Rappelons que toute enquête, quelle que soit sa nature ou sa méthode, comporte toujours des limites. Il faut cependant qu'elle conserve toute sa pertinence et se rapproche autant que possible de son objectif de départ. En ce qui nous concerne, notre ambition est de fournir suffisamment d'informations à nos lecteurs, espérant que certaines contribueront à faire progresser l'enquête judiciaire sur l'assassinat de militaires français en 2004 à Bouaké. Enquête toujours en cours en France depuis plusieurs années maintenant.
Nous essayons aussi de faire avancer la vérité dans une affaire où le mensonge et le silence ont pris une place prépondérante depuis 9 ans. Dans un passé récent, certains ont cédé à la tentation facile de considérer notre enquête Côte d'Ivoire, le coup d'État, comme un plaidoyer en faveur du président Laurent Gbagbo. Nous avons longuement essayé d'expliquer que la situation qui s'était produite en avril 2011 procédait clairement d'une violation grave de la souveraineté de l'État ivoirien et de la constitution de ce pays, et qu'il n'était point besoin d'être un proche du président Gbagbo ou un patriote ivoirien pour le constater. Certains n'ont pas voulu l'entendre. Pourtant, cette analyse est partagée par quelques députés et responsables politiques français, de gauche ou de droite. Bien des experts ont aussi reconnu que la chute du président Gbagbo, provoquée par une armée étrangère dans une affaire de politique intérieure, soulevait bien des questions. Et la préface du médiateur de la crise ivoirienne, l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki, a clairement montré que le discours médiatique était très loin de la réalité du terrain et des coulisses. Devant ces observations, certaines personnes, notamment des anti-Gbagbo notoires et autres sympathisants de la communauté internationale, sont restées figées dans leurs premiers sentiments. Mais les plus raisonnables ont réexaminé les faits et le sens attribué à ces faits. Au cours de cette même enquête, nous avons souligné que la chute du président Gbagbo était sans doute le fruit d'une série d'événements distincts et troublants qui laissaient supposer qu'il y avait depuis longtemps une volonté de changer de régime à Abidjan. Malgré les informations et les témoignages que nous avons versés au dossier, quelques inconditionnels de la rébellion se sont contentés de conserver uniquement ce qui pouvait conforter leur point de vue dans cet ouvrage, écartant ostensiblement toutes les questions gênantes, voire embarrassantes mais essentielles, soulevées par notre enquête. Beaucoup de nos lecteurs, parmi lesquels de grands connaisseurs de ce pays, partagent très largement notre analyse. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour les remercier de leurs messages chaleureux, ainsi que ceux des Français ayant vécu en Côte d'Ivoire qui nous ont été adressés. Nous nous permettons aussi d'exprimer notre immense gratitude à tous les Ivoiriens et Africains qui nous ont dit leur satisfaction de voir enfin dénoncer, contre vents et marées, l'injustice dont ont été victimes le président Laurent Gbagbo et certains de ses fidèles partisans. La récente libération à Abidjan de quelques-uns de ses collaborateurs, mais aussi de son fils Michel, après une longue détention préventive sans procès ni accusation précise, prouve clairement qu'ils ont été victimes d'arrestations arbitraires. Si certains dans l'entourage du président Gbagbo furent indignes, corrompus ou incompétents, il n'en demeure pas moins que ceux qui ont fait la démonstration de leur intégrité et qui ont essayé de contribuer à ses côtés à changer le destin de la Côte d'Ivoire et la vie des Ivoiriens n'ont pas été épargnés par des attaques injustes, ni par toutes sortes d'amalgames. Ces anonymes qui ont travaillé avec acharnement, dévouement et abnégation pour améliorer le quotidien de leurs concitoyens ont aussi souffert du harcèlement des forces invisibles et des partisans du statu quo à Abidjan. Ces derniers, bien qu'appartenant aussi au régime de Laurent Gbagbo, ont effectivement et méthodiquement travaillé de l'intérieur contre le changement et contre la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent donc pas décemment imputer la tragédie survenue dans leur pays à d'autres ou aux seuls Français. Nous dirions même que la responsabilité des Ivoiriens qui se sont coalisés contre le changement dans leur pays est écrasante, car ce sont eux qui ont livré la Côte d'Ivoire à la déstabilisation, au pillage et à la mort. Ils devraient pouvoir un jour s'en expliquer devant leurs compatriotes. Après la publication de Côte d'Ivoire, le coup d'État, nous n'avons pas reçu de contradictions sérieuses sur l'essentiel de notre analyse. En prenant à contre-pied les mensonges assénés péremptoirement par les anti-Gbagbo, surreprésentés dans les médias, nous nous attendions au moins à susciter un débat de fond sur les grands dossiers dans lesquels Gbagbo avait largement été mis en accusation. Affaire Kiffer, affaire Didier Julia, résultat des élections présidentielles, etc. Et au plus, à subir des attaques passionnées et documentées sur ces dossiers. Finalement, il n'y a eu ni opposition documentée, ni débat sérieux, mais un silence embarrassé autour de notre travail et quelques vilainies sans intérêt.